Dans un monde de plus en plus dépendant des systèmes centralisés et de la surveillance gouvernementale, le concept d'autosuffisance est devenu à la fois plus séduisant et plus compliqué. Pour les preppers et survivalistes, ces personnes qui se préparent aux urgences et aux perturbations sociétales potentielles, l'accès à certaines technologies peut faire la différence entre le confort et la crise, entre l'indépendance et la dépendance. Mais voici la vérité inconfortable. Nombre des technologies qui permettent une véritable autonomie font face à des restrictions, des réglementations, ou même des interdictions pures et simples dans diverses juridictions à travers le monde. Il ne s'agit pas nécessairement de théorie du complot ou d'abus de pouvoir gouvernemental. Parfois, c'est une question de droit sur l'eau datant du XIXe siècle. Parfois, ce sont des préoccupations de sécurité légitimes. Et parfois, oui, il s'agit de maintenir le contrôle et les revenus fiscaux. Aujourd'hui, nous plongeons dans ce que j'appelle la liste noire des preppers, un examen complet des technologies et outils que les gouvernements, les associations de propriétaires et les organismes de réglementation ne veulent pas toujours que vous possédiez, ou du moins qu'ils veulent contrôler. Nous explorerons pourquoi ces restrictions existent, à quoi ressemble le paysage juridique actuel, et comment les individus préparés peuvent naviguer ces limitations tout en restant du bon côté de la loi. Commençons par l'une des ressources les plus fondamentales pour la survie, l'eau. Cela peut sembler absurde, mais en 2024, collecter l'eau de pluie qui tombe sur votre propre toit peut être illégal ou strictement réglementé dans certaines régions. Cette restriction remonte à une doctrine juridique appelée droit d'eau antérieur, ou prior appropriation en anglais, particulièrement répandue dans l'Ouest américain. Le principe est simple, l'eau appartient à l'État, pas aux propriétaires fonciers. Dans les États, comme le Colorado, cette doctrine a historiquement interdit aux résidents de collecter même l'eau de pluie tombant sur leur propriété, sous prétexte que cette eau aurait naturellement rejoint les cours d'eau et les nappes phréatiques en aval. Heureusement, les choses évoluent. Le Colorado a assoupli ses lois en 2016, permettant désormais aux propriétaires résidentiels de collecter jusqu'à 110 gallons d'eau de pluie dans 2 barils maximum. Mais cette autorisation vient avec des conditions strictes. Vous devez utiliser l'eau uniquement pour l'arrosage extérieur ou l'usage domestique non potable. Dans d'autres États comme l'Utah et Washington, la collecte d'eau de pluie est autorisée mais réglementée. Vous devrez peut-être enregistrer votre système, limiter sa capacité de stockage ou suivre des directives de construction spécifiques. Certains États exigent que vous utilisiez l'eau collectée uniquement pour certains usages. A l'inverse, des États comme le Texas et l'Ohio encouragent activement la récupération d'eau de pluie, offrant même des incitations fiscales pour l'installation de systèmes de collecte. Le Texas va jusqu'à exempter l'équipement de collecte d'eau de pluie de la taxe de vente. Pour les preppers sérieux, cette réglementation pose un dilemme. L'eau est la ressource la plus critique dans toute situation d'urgence. Vous pouvez survivre des semaines sans nourriture, mais seulement quelques jours sans eau. Un système robuste de collecte d'eau de pluie pourrait assurer votre indépendance pendant des mois, voire plus longtemps. Mais dans certaines juridictions, installer un tel système pourrait vous valoir des amendes substantielles ou même des poursuites judiciaires. La leçon ici ? Vérifiez toujours vos réglementations locales. Avant d'installer tout système de collecte d'eau, contactez votre mairie, votre département de santé publique et consultez éventuellement un avocat spécialisé en droit environnemental. Passons maintenant aux communications, un autre pilier de la préparation aux urgences. Lorsque les réseaux cellulaires tombent en panne, lorsque Internet est coupé, lorsque les lignes téléphoniques fixes sont hors service, comment maintenez-vous le contact avec vos proches? Ou obtenez-vous des informations critiques? La réponse pour beaucoup de preppers est la radio amateur, également connue sous le nom de radio AM. Ces systèmes peuvent transmettre sur de longues distances, sans infrastructure, fonctionnant sur batterie ou énergie solaire. Pendant les ouragans, les tremblements de terre et autres catastrophes naturelles, les opérateurs radio amateurs fournissent souvent les seules communications disponibles. Mais voici le piège. Exploiter une radio amateur n'est pas aussi simple que d'acheter l'équipement et de commencer à transmettre. Dans pratiquement tous les pays, vous avez besoin d'une licence gouvernementale. Aux États-Unis, c'est la FCC qui délivre ces licences. En Europe, chaque pays a son propre organisme de régulation. Le processus de licence implique de passer un examen couvrant les règlements radio, les procédures d'exploitation et les bases de l'électronique. Aux États-Unis, il existe 3 niveaux de licence, technicien, général et amateur extra, chacun débloquant plus de bandes de fréquences et de privilèges d'exploitation. Pourquoi cette réglementation? Les ondes radio sont une ressource limitée et partagée. Sans réglementation, ce serait le chaos, des transmissions qui se chevauchent, des interférences, des urgences impossibles à communiquer. Les licences garantissent que les opérateurs comprennent comment utiliser l'équipement de manière responsable et efficace. Mais il y a un aspect plus sombre.
Pendant les troubles civils ou les situations d'urgence, les gouvernements ont historiquement fermé ou contrôlé les communications radio. Le système de licence donne aux autorités un registre complet de qui possède un équipement radio et où il se trouve. En cas de crise majeure, ce registre pourrait théoriquement être utilisé pour confisquer l'équipement ou cibler les opérateurs. De plus, les radios à bande citoyenne, ou CB, bien que ne nécessitant pas de licence aux États-Unis, ont des limitations strictes de puissance, seulement 4 watts AM ou 12 watts en SSB. Elles sont également limitées à 40 canaux spécifiques. Excéder ces limites sans licence appropriée peut entraîner des amendes allant jusqu'à 10 000 $ par jour de violation. Pour les preppers, la question devient: vaut-il la peine d'obtenir une licence et de s'enregistrer auprès du gouvernement pour avoir accès à ces capacités de communication cruciales? Beaucoup répondent oui, en considérant la licence comme un compromis acceptable pour la capacité légale d'exploiter un équipement puissant. D'autres stockent discrètement des radios non autorisées, prévoyant de ne les utiliser qu'en cas d'urgence réelle, où les conséquences légales seraient le moindre de leurs soucis. Une alternative croissante est la radio logicielle définie, ou SDR. Ces appareils peuvent recevoir une large gamme de fréquences et, avec le bon logiciel, peuvent même transmettre. Ils brouillent les frontières entre équipements amateurs licenciés et dispositifs grand public, créant une zone grise réglementaire que certains preppers exploitent. L'indépendance énergétique est sans doute l'objectif le plus ambitieux pour tout prepper sérieux. La capacité de générer votre propre électricité vous libère de la dépendance au réseau électrique, vous protège contre les pannes de courant et réduit votre empreinte visible. Personne ne peut couper votre alimentation si vous n'êtes pas connecté au réseau. Les panneaux solaires semblent être la solution parfaite. L'énergie du soleil est gratuite, abondante et relativement facile à capturer avec la technologie moderne. Mais même cette technologie apparemment bénigne fait face à des restrictions surprenantes. Dans de nombreuses juridictions, se déconnecter entièrement du réseau électrique est soit illégal, soit pratiquement impossible. Les codes du bâtiment exigent moins souvent une connexion au réseau électrique comme condition pour l'habitation. En Floride, par exemple, une femme s'est battue pendant des années pour le droit de vivre hors réseau dans sa propre maison, pour finalement se voir refuser ce droit par les tribunaux locaux qui ont statué que sa maison était insalubre, sans connexion aux services publics municipaux. Les associations de propriétaires présentent un autre obstacle. De nombreuses HOA interdisent purement et simplement les panneaux solaires visibles, les considérant comme inesthétiques. Bien que certains États aient adopté des lois sur le droit solaire qui empêchent sur les HOA d'interdire complètement les panneaux solaires, ces lois comportent souvent des exceptions permettant aux HOA d'imposer des restrictions sur le placement, la taille et l'apparence. Même lorsque vous êtes autorisé à installer des panneaux solaires, le processus n'est pas simple. La plupart des juridictions exigent des permis pour l'installation solaire. Ces permis impliquent des inspections, le respect des codes électriques et souvent l'approbation de multiples organismes. Le processus peut prendre des mois et coûter des milliers de dollars en frais avant même que vous n'achetiez un seul panneau. Les systèmes de stockage par batterie ajoutent une autre couche de complexité. Les grandes banques de batteries, particulièrement les batteries lithium-ion, sont soumises à des réglementations de sécurité incendie. Les codes locaux peuvent limiter combien d'énergie vous pouvez stocker, où vous pouvez placer les batteries, et quel type de système de suppression d'incendie vous devez installer. Certaines compagnies d'électricité vont encore plus loin, rendant activement difficile le maintien de systèmes d'énergie de secours. Elles imposent des frais de connexion ou des frais de demande minimale aux clients qui génèrent leur propre électricité, réduisant effectivement les économies de l'énergie solaire. Certaines exigent même des commutateurs de transfert coûteux qui empêchent votre système de fonctionner pendant les pannes de réseau, exactement quand vous en avez le plus besoin. Pourquoi ces restrictions ? Les raisons officielles incluent les préoccupations de sécurité, la protection de l'intégrité du réseau et la garantie de normes minimales d'habitabilité. Mais beaucoup soupçonnent des motivations financières. Les compagnies d'électricité perdent des revenus lorsque les clients génèrent leur propre énergie. Les municipalités perdent des revenus fiscaux et des frais d'utilité. Les associations de propriétaires veulent maintenir le contrôle esthétique. Pour les preppers, ces restrictions créent un dilemme. L'indépendance énergétique complète peut nécessiter de vivre dans des zones rurales non incorporées avec une application minimale du code. Cela peut signifier des systèmes solaires clandestins qui n'apparaissent sur aucun permis. Ou cela peut signifier des compromis. Installer juste assez de panneaux solaires pour réduire les factures tout en restant connecté au réseau. Revenons un instant à l'eau, mais cette fois, concentrons-nous sur les technologies de purification et de traitement avancées. Collecter l'eau de pluie n'est que la première étape. Vous devez également la rendre potable, et c'est là que les choses deviennent intéressantes d'un point de vue réglementaire.
Les systèmes de purification d'eau à domicile vont des simples filtres à charbon aux systèmes d'osmose inverse sophistiqués, en passant par les purificateurs UV et même les distillateurs. La plupart de ces technologies sont légales pour un usage domestique personnel, mais certains preppers vont plus loin, forant des puits privés ou créant des systèmes de traitement des eaux usées. Le forage de puits est strictement réglementé dans la plupart des endroits. Vous aurez généralement besoin de permis des autorités de gestion de l'eau locale et étatiques. Ces permis nécessitent des tests hydrogéologiques pour garantir que votre puits n'épuisera pas les nappes phréatiques voisines. Vous devrez peut-être respecter des distances minimales par rapport aux propriétés voisines, aux fosses septiques et aux autres sources de contamination. Dans certains États de l'Ouest, où l'eau est particulièrement rare, les droits d'eau sont achetés et vendus séparément de la propriété foncière. Posséder un terrain ne vous donne pas automatiquement le droit de forer un puits. Vous devrez peut-être acheter ou louer des droits d'eau, et ces droits peuvent être coûteux et difficiles à obtenir. Le traitement des eaux usées est encore plus complexe. Les systèmes septiques traditionnels sont autorisés dans la plupart des zones rurales, mais les systèmes alternatifs comme les toilettes à compost, les marais construits ou les réacteurs à biofilm font face à une résistance réglementaire. De nombreux codes sanitaires les interdisent complètement ou imposent des exigences si onéreuses qu'ils deviennent impraticables. Pourquoi ces restrictions ? L'eau contaminée peut propager des maladies. Les eaux usées mal traitées peuvent polluer les sources d'eau. Les puits mal situés peuvent contaminer les nappes phréatiques. Ce sont des préoccupations légitimes de santé publique. Mais pour les preppers, ces réglementations signifient qu'atteindre une véritable indépendance en eau nécessite de naviguer dans un labyrinthe bureaucratique complexe. Les systèmes de collecte d'eau de brouillard, les puits de rosée et d'autres technologies alternatives de collecte d'eau existent généralement dans des zones grises réglementaires, pas explicitement interdits, mais pas non plus explicitement autorisés. Les installer pourrait attirer une attention indésirable des autorités locales. Les générateurs de secours semblent être un choix de préparation évident. Pendant les pannes de courant, un générateur peut faire fonctionner votre réfrigérateur, chauffer votre maison et maintenir les communications. Mais même cette technologie apparemment simple fait face à des restrictions. De nombreuses municipalités ont des limites de bruit qui restreignent quand et comment vous pouvez faire fonctionner un générateur. Les générateurs sont bruyants, typiquement 60 à 90 décibels, et faire fonctionner un générateur pendant les heures tardives peut violer les ordonnances locales, même pendant une panne de courant. Certaines HOA interdisent complètement les générateurs ou exigent qu'ils soient placés dans des structures insonorisées coûteuses. L'installation de générateurs nécessite également généralement des permis. Vous devrez respecter les codes électriques et de construction, qui exigent souvent une installation professionnelle. Le générateur doit être correctement ventilé pour empêcher l'accumulation de monoxyde de carbone. Il doit être mis à la terre selon les codes. Il nécessite un commutateur de transfert pour l'empêcher de renvoyer de l'électricité dans le réseau et de blesser les travailleurs de ligne. Le stockage du carburant ajoute une autre couche de complexité. L'essence, le diesel et le propane sont tous réglementés. La plupart des codes du bâtiment et d'incendie limitent combien de carburant vous pouvez stocker de manière résidentielle. Typiquement, vous êtes limité à 25 gallons d'essence et 60 gallons de diesel dans des conteneurs approuvés. Des quantités plus importantes nécessitent des permis et un stockage spécialisé. Le propane, bien que plus sûr dans certains aspects, a également des restrictions. Les réservoirs de propane au-dessus d'une certaine taille doivent respecter des exigences de distance de sécurité par rapport aux bâtiments, lignes de propriété et sources d'inflammation. Ils doivent être inspectés régulièrement. Certaines municipalités limitent les emplacements de stockage de propane à certaines zones. Pour les preppers, envisageant un stockage de carburant à long terme, ces restrictions posent des défis. Comment stockez-vous suffisamment de carburant pour faire fonctionner un générateur pendant des semaines ou des mois, sans violer les réglementations ? Certains se tournent vers de multiples conteneurs plus petits dispersés autour de leur propriété. D'autres investissent dans des réservoirs de stockage en vrac appropriés, avec les permis nécessaires. Et certains parient sur des carburants alternatifs comme le bois ou le biogaz, qui font face à moins de restrictions. Les générateurs au gaz naturel semblent contourner les problèmes de stockage de carburant, puisqu'ils se connectent aux lignes de gaz existantes. Mais ils vous attachent à un autre service public, précisément ce que beaucoup de preppers veulent éviter. Si le réseau de gaz naturel tombe en panne pendant une urgence, votre générateur devient inutile. Couvrons rapidement quelques autres technologies qui peuvent surprendre avec leurs restrictions. Les éoliennes domestiques, bien que techniquement légales dans la plupart des endroits, font face à des réglementations de zonage strictes. Les limites de hauteur, les exigences de recul et les restrictions de bruit rendent difficile l'installation d'éoliennes résidentielles efficaces. De nombreuses HOA les interdisent complètement.
Les antennes et tours de communication font face à des défis similaires. Même pour un usage radio-amateur licencié, ériger une grande antenne peut nécessiter des permis et respecter les limites de hauteur. Les réglementations de la FAA s'appliquent aux structures au-dessus de certaines hauteurs. Les ordonnances de zonage local peuvent restreindre davantage l'emplacement et la taille des antennes. La production alimentaire, étonnamment, n'est pas toujours libre de restrictions. Les jardins potagers de façade sont interdits ou restreints dans certaines juridictions. L'élevage de poulets, même dans des zones résidentielles, nécessite souvent des permis et doit respecter des limites sur le nombre d'oiseaux. Les cochons, chèvres et autres animaux sont souvent complètement interdits dans les zones résidentielles. Les équipements de communication par satellite comme les terminaux Starlink sont légaux, mais nécessitent un enregistrement FCC. Les radios satellites amateurs nécessitent une licence amateur extra. Ces exigences d'enregistrement signifient que votre capacité de communication d'urgence fait partie des registres gouvernementaux. Même les équipements apparemment inoffensifs comme les brouilleurs de signal sont strictement illégaux. La FCC interdit la possession, la vente ou l'utilisation de brouilleurs de signaux cellulaires, GPS ou autres, même sur votre propriété privée. Les amendes pour violation peuvent atteindre 112 500 $ par infraction. Alors, que devons-nous retenir de cette liste noire des technologies de preppers ? Premièrement, reconnaissez que la véritable autosuffisance dans le monde moderne nécessite de naviguer dans un réseau complexe de réglementation. Presque chaque technologie qui permet l'indépendance fait face à une certaine forme de restriction ou de surveillance. Ce n'est pas nécessairement le résultat d'une conspiration. Beaucoup de ces réglementations ont des justifications légitimes en matière de sécurité, d'environnement ou de santé publique. Deuxièmement, la connaissance est votre meilleure défense. Recherchez vos lois locales, étatiques et fédérales, avant d'investir dans une technologie de préparation. Consultez des avocats, contactez les organismes de réglementation et rejoignez des communautés locales de preppers qui peuvent partager leur expérience de navigation dans ces restrictions. Troisièmement, considérez le risque par rapport à la récompense. Certaines réglementations méritent d'être suivies. Elles vous protègent, les protègent vos voisins. D'autres peuvent sembler arbitraires ou excessives. Chaque prepper doit décider où tracer la ligne entre conformité légale et autonomie personnelle. Quatrièmement, explorez les alternatives légales. Si vous ne pouvez pas installer un grand système de collecte d'eau de pluie, peut-être que plusieurs petits systèmes sont autorisés. Si vous ne pouvez pas vous déconnecter du réseau, peut-être qu'un système solaire connecté au réseau avec une batterie de secours fournit un compromis acceptable. La créativité dans le cadre de la réglementation est souvent possible. Enfin, rappelez-vous que les lois changent. Ce qui est interdit aujourd'hui pourrait être autorisé demain, et vice-versa. Restez informé des changements législatifs. Participez aux processus politiques locaux. Soutenez les organisations qui défendent les droits de l'autosuffisance et de la préparation. La liste noire des technologies de preppers est réelle, mais elle n'est pas insurmontable. Avec une planification minutieuse, une recherche approfondie et une volonté de travailler dans le système tout en préparant des situations où le système pourrait ne pas exister, vous pouvez construire une capacité significative d'autosuffisance tout en restant du bon côté de la loi. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et partagez vos propres expériences avec les technologies restreintes de preppers dans les commentaires ci-dessous. Restez préparés, restez informés et restez en sécurité.